Votre argent à la banque finance massivement le pétrole et vous en êtes complice sans même le savoir. Ça, c'est ce que j'ai appris dans mon podcast avec Maëva Courtois, la fondatrice d'Helios, une néobanque verte. Pourtant, peu de choses la prédestinaient à créer cette solution. Petite, elle se rêvait architecte et finit par hasard dans le monde de la finance. Mais un jour, c'est un électrochoc. Je suis un peu tombée des nues. Je comprends pas pourquoi les gens ils sont pas beaucoup plus en action. Moi, j'ai pas envie de vivre le 2050 qui est prédit dans les rapports du GIEC. Elle découvre l'impact colossal de la finance sur le climat. Les 5 autres banques tradies, c'est 8 fois les émissions carbone de la France entière sur un an. On voit que les financements vers les énergies fossiles sont colossaux. Alors, elle décide d'agir. En mars 2020, elle cofonde Helios, la banque qui finance exclusivement des projets à impact. Donc tu sais, en venant chez Helios, il n'y a pas 1 euro qui va aller financer des secteurs à risque pour le climat. Aujourd'hui, on a 40 000 clients, 10 millions d'euros de financement dans des projets à impact. Aujourd'hui, elle nous partage son déclic, son combat et sa vision d'une finance au service du climat. On commence, c'est parti. Comment ça va, Maëva ? Mais ça va super. Alors du coup, première question du podcast, est-ce que tu peux te présenter par ton plus gros échec ? Je dirais plutôt revenir presque 15 ans en arrière. Du coup, au lycée, quand j'ai postulé pour choisir mes études, au moment où on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire, je voulais partir en archi, donc être architecte. J'avais postulé, je crois, il doit y avoir 4 ou 5 écoles d'architecture. Et je me souviens très bien de ce jour-là, parce que donc sur APB, le site là où on mettait nos préférences, je me souviens en gros avoir mis surtout architecture et le reste, je m'en souviens, j'ai mis un peu plus au hasard. Et donc, je me connecte le jour des résultats. Déjà, c'est impossible de se connecter. Le réseau, il y a tellement de connexions que le truc lag, impossible de voir. Et à un moment, le machin s'affiche et je vois refuser. Ok. Accepter. Et je me dis, c'est quoi ce truc en 6e position ou 5-6e position et vraiment, je bug et je suis avec une amie qui me dit bah, c'est la prépa pour être ingénieur, Maëva. Je fais ah oui. Bon, et tu savais pas je me souvenais plus parce que en fait je pensais pas du tout être acceptée dans ce parcours-là et en fait j'étais tellement focus sur la partie architecture que le côté prépa était trop en arrière-liste. Donc voilà, donc je suis ressortie, je me souviens avoir appelé mes parents et mon père qui me dit bah c'est super, tu vas être ingénieur du coup. Je dis bon bah voilà, ça fait va me falloir un peu plus de temps pour réaliser, mais donc finalement c'est très bien, parce que vu ce que j'ai fait après, et je pense même pour l'ouverture, de pouvoir innover dans différents secteurs et être libre de faire ce qu'on veut, je pense que j'ai choisi la bonne voie. Mais je me demande ce que je serais devenue sur un parti archi. Bah ouais, c'est énorme, parce que du coup, c'est un peu du au hasard, entre guillemets. Complètement au hasard, sachant que le point de départ, c'est que cette prépa, j'avais postulé parce que j'étais allée à un salon étudiant. Et dans le salon étudiant, j'en avais marre, ça fait 2 heures que j'y suis. Je suis en train de partir et je croise une amie qui me dit « Va à ce stand là-bas, ils ont des stylos en aluminium trop stylés. » Et donc je vais au stand en me disant je veux trop un stylo en aluminium et au moment où je prends le stylo, la dame qui gère le stand me dit bon vous n'allez pas partir avec le stylo sans m'écouter pitcher. Donc je l'écoute pitcher, je me dis oh ça a l'air pas mal ce prépa là, ça a l'air intéressant. Et elle me dit inscrivez-vous et puis vous mettrez ça en choix. Et puis donc je me suis dit bon bah oui pourquoi pas, allons-y. Donc oui le hasard un peu suivi derrière. Ah mais c'est fou, c'est énorme. Comme quoi alors t'as plein de choses qui peuvent se faire vraiment sur des petits détails et on s'en rend pas forcément compte. Oui, c'est vrai. Moi, j'étais à Dauphine et en fait, ça s'est aussi fait un peu par hasard. Il y avait une fille de ma classe en terminale qui était partie demander à notre professeur de maths de remplir un dossier. Et parce qu'à l'époque, je sais pas si c'est toujours pareil, tu dois demander à 2 ou 3 professeurs de remplir un dossier, te mettre des commentaires. Et je lui ai demandé, tu fais quoi ? Elle fait, ah bah je postule à Dauphine et tout. Je fais, Dauphine c'est quoi ? Elle fait, ah bah c'est ça, tu devrais essayer. Et moi je regarde et vraiment 2 jours avant la deadline, je me dis bon pourquoi pas, on sait jamais. Et après voilà je me retrouve à Dauphine quoi. Et elle avait pas eu donc. Ah oui zut. C'est juste, mais comme quoi parfois la vie ça peut jouer à pas grand chose. Ouais. Ah, les dingue. refus sont parfois très très intéressants. Pas si tu le prends bien, je trouve que tu te dis bon bah si aujourd'hui on me refuse ça, c'est peut-être qu'il y avait une raison pour aller faire autre chose et qu'on m'attend sur quelque chose d'autre. Mais du coup t'étais pas spécialement dégoûté, tu te disais que c'était t'avais une appétence pour des études d'ingénieur.
J'ai toujours aimé les maths, j'étais très matheuse, mais j'étais aussi très intéressée par l'élargissement, le côté créatif. Et du coup, je trouvais que l'architecture, ça mêlait un peu des deux. Tu retrouvais vraiment la partie quand même mathématique, enfin en tout cas science pour que ton bâtiment y tienne, et créativité si tu vas sur des nouveaux bâtiments, enfin sur créativité quand tu fais des appels d'offres, etc. Donc je trouvais ça intéressant. Et donc en fait, si la partie ingénieur m'intéressait, mais je voyais un peu moins la capacité de mêler, tu vois, ces deux mondes. Comment est-ce que tu mêles créativité et côté ingénieur et il n'y a pas énormément de secteurs qui le permettent. Architecte, c'est un truc que tu voulais faire depuis que tu étais toute petite ou c'est un truc qui s'est fait un peu au fur et à mesure? Je pense que je voulais le faire depuis le collège. Parce que j'avais fait mon stage de 3e dans un cabinet d'architecte. D'accord. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est mon frère, finalement, mon petit frère qui est devenu architecte. Et c'est lui que tout le monde voyait ingénieur. Donc, tu vois, comme quoi, okay. On s'est volé les rêves. Et du coup, donc après ça, donc tu fais la prépa. Et après, c'est quoi le parcours? Et ensuite, je suis rentrée à l'INSA, qui est une école d'ingénieurs. À Lyon? À Rouen, moi. À Rouen? Ouais. Ah, il y en a plusieurs. T'en as plusieurs, oui. Et en fait, tu te spécialises. Enfin, c'est généraliste, mais t'as quand même une petite spécialité. Et moi, je voulais la partie maths, donc t'avais deux choix, Toulouse ou Rouen. Et Rouen, c'est plus proche. Enfin, c'est plus proche de chez moi, donc privilégier Rouen. Mais il fait moins beau. Ouais, c'est sûr. Voilà. Et sur cette partie, du coup, très mathématique, ingénieur, est-ce que c'est quelque chose qui était du coup très présent dans ta famille ou pas plus que ça? Non, pas vraiment. Enfin, peut-être qu'ils sont ingénieux. Enfin, si, quand même. Mais non, j'ai pas de. Je veux dire, ni ma mère ni mon père ne travaillent dans les maths. Après, ils aiment bien dire qu'ils étaient bons en maths quand ils étaient jeunes. J'ai pas pu vérifier les si c'était vrai ou pas. Diplômes. Non. Ils ont plutôt dit choisissez bien choisissez bien vos études et donnez-vous l'opportunité de pouvoir être épanoui aussi dans le travail et d'essayer de pas être d'avoir peur d'être dans le manque ou d'avoir peur de trouver du travail, donc de trouver aussi des voies généralistes où ça embauche. Et tu dirais que qu'est-ce qui fait que qu'est-ce que je dois savoir sur toi pour comprendre qui t'es aujourd'hui? Tu fais des questions difficiles. Ouais. Pour toi, dans ton enfance, des éléments de ton parcours qui ont été marquants et qui ont défini qui t'étais aujourd'hui. Je dirais que... Alors, ce qu'on disait de moi quand j'étais très jeune, c'est elle a du caractère. Ce que je comprenais pas trop, ça veut dire, enfin, c'est normal, non? Il faut avoir, tout le monde a un caractère. Bon, j'ai compris après ce qui sous-entendait par là. Mais donc, je pense assez sûre de moi dans ce que je fais, ce que je dis, en tout cas, au moins dans la façon dont ça paraît. Et ensuite, dans l'adolescence, je dirais que j'ai été plutôt hyper intéressée par découvrir plein de choses et me former à des choses différentes. Et donc, je parlais de créativité. Et à un moment, j'ai pris beaucoup la voie, justement, de regarder beaucoup plus les côtés artistiques, ce que je ne fais plus du tout. Donc, je ne me vanterai pas du tout d'être dans ce domaine-là, mais au lycée, pour le coup, j'étais à fond dans la poésie, j'étais à fond dans la peinture. Tellement, j'ai commencé la poésie, à mon avis, à cause du bac de français, parce qu'on avait une thématique poésie, et je me suis dit, mais c'est énorme, c'est hyper beau de pouvoir passer des choses de manière aussi subtile dans les poèmes, que les gens arrivent à s'imaginer, en fait, à en conclure des choses assez différentes par rapport à la personne qui va lire le poème. Et donc ça, j'ai tenté plein de concours de poésie que j'ai... Des concours de poésie? Oui. Ah ouais, carrément. Quand t'étais au lycée? Oui, quand j'étais au lycée, j'envoyais pas mal de... Waouh. J'ai pas été retenue, mais j'ai tenté. Ouais, carrément. Mais c'est déjà ultra original de faire des concours de poésie. Oui, c'est vrai, c'est pas commun. Et puis j'avais fait un recueil que seul moi, je suis la seule personne tu veux pas partager en possession des de se cacher dans ma bibliothèque. Et à côté, je peignais beaucoup.
Et pour le coup, j'étais vraiment, j'y avais dédié beaucoup de temps. Je faisais beaucoup de babysitting à côté des cours pour gagner de l'argent. Quasiment tout l'argent des babysitting partait dans la peinture. J'avais réussi à faire une expo à 17 ans. C'est marrant parce que j'étais sur mon vieux Facebook il y a quelques jours. Et je suis retombée sur la photo face aux peintures et je me suis dit, mais c'est marrant d'avoir fait ça. Enfin, d'être allé autant au bout. Donc je dirais que peut-être sur les sujets que j'ai essayé de... Enfin, c'est pas des projets, mais mes projets personnels que j'ai essayé de développer à chaque fois, je pense que j'ai à chaque fois voulu aller un cran plus loin pour essayer d'en faire quelque chose de plus visible, de plus abouti. Donc d'arriver jusqu'à l'expo, de vendre quelques œuvres, d'essayer de postuler, et de faire un recueil. Je pense que c'est plus le côté aboutissement qui me plaisait bien. Et puis après, côté école d'ingénieur, j'ai commencé à vraiment avoir envie de lancer des projets. Et j'ai lancé 2 projets que je disais boîte à l'époque, Okay. entreprise à l'époque. Du coup, non, j'ai lancé avec un copain de prépa. Il m'avait beaucoup aidé sur le site. Je trouvais le projet génialissime. Et d'ailleurs, la DA était absolument affreuse. Maintenant que j'y repense, c'était un site de location d'œuvres d'art. Comment mettre à disposition de tout le monde des œuvres d'art au lieu de les acheter où ça coûte très cher, qu'au bout de 4 ans, tu as peut-être envie de changer et donc permettre de fluidifier ce marché-là. Et ensuite, j'ai rencontré Julia, qui est devenue mon associée quelques années plus tard dans Helios. Tu l'as rencontré à l'école ? Je l'ai rencontré pendant qu'on était en école, on a fait un échange à Montréal. On est parti à Montréal. Elle avait fait un stage en fait dans une start-up, donc c'était le début de la Startup Nation, et elle avait fait un stage chez Jam, qui était une des startups ultra montantes. C'était pas des bots ? C'était le début en tout cas, ça avait vocation à faire le début de l'IA où tu pouvais demander tout ce que tu voulais en bot sur Messenger. Et donc elle avait bossé un peu au sommet de cette, peut-être pas au sommet, mais en tout cas au début de la croissance de l'entreprise. Et surtout que Jam, c'était une boîte dont on parlait énormément à l'époque. Ouais, énormément. Je m'en souviens. Ouais. Et la fondatrice, elle s'appelle Marjolaine. Exactement. Elle passait tout le temps. Elle passait partout. Ouais. Elle passait partout. C'était l'une des figures de la Startup Nation à l'époque. Exactement. Ouais. Et donc Julia avait fait son stage là-bas. Quand on s'est rencontrés, on a rapidement en fait parlé de beaucoup de projets en se disant ce serait génial de lancer ce type de projet, ce type de boîte, et ça nous amusait pas mal. Et donc après avoir fait plus après avoir fait Jam. On avait encore plus d'idées, on commentait un peu, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce qu'on l'aurait fait comme ça, enfin pas Jam, mais sur telle activité en particulier. Et du coup on s'est dit pendant les études, vu que moi c'était ma dernière année, ce serait marrant de lancer un projet et juste voir un peu comment ça se déroule. Et donc on a lancé du coup, je peux plus dire une boîte. C'est un projet qui en gros vendait des œuvres de street art, mais des photos de street art. Donc ça s'appelait Un pan de mur. L'objectif c'était de garder une trace d'une œuvre qui est faite pour être éphémère, et en tout cas qui est toujours en mutation, puisque tu reviens 3 semaines plus tard, soit elle a été effacée, soit il y a des choses qui sont passées dessus. Et donc à un tenter d'avoir l'image d'une œuvre de street art dans ton salon, un peu comme disons Yellow Corner, mais version street art. Et donc on avait signé avec une trentaine d'artistes, de street artistes. Okay, et on avait vendu quelques œuvres et on avait surtout chacune, nous, beaucoup de ces œuvres chez nous. Donc voilà un peu on va dire la jeunesse. Tu disais que quand tu étais plus jeune, ce qui t'intéressait, c'était vachement ce côté artistique, donc poésie, le dessin. Ensuite, tu pars en école d'ingé, donc ingénieur en mathématiques, donc qui a l'air à l'opposé un peu de ce côté-là. Et ensuite, ce qui t'attire, c'est l'entrepreneuriat. Et c'est quoi un peu, tu vois, le fil conducteur entre tout ça ? Je pense que c'est le fait de mener quelque chose de A à Z et de voir sa finalité, tu vois, d'arriver à travailler sur des projets où tu vois vraiment comment ça rend. Et du coup, tu es fier du résultat parce que ça avançait. Moi, ce qui me plaisait, c'est de retrouver cette créativité.
Et en fait, je pense pas avoir pensé à l'entrepreneuriat. Tu vois, c'était pas du tout à la mode à ce moment-là. Je pense vraiment à part du coup Marjolaine côté Jam qui a un peu fait parler d'elle. Moi, je connaissais personne qui me parlait d'entrepreneuriat ou de start-up. Ça, c'était pas du tout monté à ce moment-là. On s'est jamais dit avec Julia, on monte une start-up. On se disait plutôt, l'objectif, c'est un peu de voir ton résultat, de pouvoir créer de A à Z, de pouvoir mener au bout une idée. Ça, je pense que ça permet de faire les deux. Tu vois, l'entrepreneuriat, en tout cas moi, comment je le vis, c'est que tu es obligé de suivre les règles quand même. Il faut que ton business y tourne, t'embauches des gens, faut que ce soit carré. Tu as des clients, mais en même temps, pour se développer, pour trouver des nouveaux services, des nouveaux produits, il faut sans cesse innover et être créatif dans ce que tu peux proposer. D'ailleurs, tu vois, justement, parfois, je me dis dans Helios, je me dis, il y a tellement de choses, on est dans un secteur tellement vaste sur le secteur bancaire. Du coup, tu prends en compte toute la partie économie, toute la partie climat qui est hyper vaste, mais aussi toute la géopolitique qui a un impact. Et en fait, ça me donne souvent envie de lancer pas le lancer, mais avoir des initiatives assez créatives un peu sur le côté. Non, mais c'est intéressant parce que du coup, tu vois vraiment l'entrepreneuriat comme un moyen de résoudre des problèmes. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens, la porte d'entrée dans l'entrepreneuriat, pour eux, ou ce qui va les attirer, c'est la liberté. Certains, c'est la liberté. D'autres, ça va être le potentiel succès financier. Toi, du coup, c'est vraiment mener un projet. Toi, c'est ça, j'ai l'impression, qui t'attire vachement là-dedans. Parce que du coup, il me semble qu'après ton école, tu as bossé justement en finance. Ouais. Et du coup, tu faisais quoi et comment tu t'es retrouvé dans ce métier avant de lancer Helios? Après l'école, on était toujours sur ce projet avec Julia de Street Art. Et moi, j'ai commencé à travailler en finance de marché. Enfin, je faisais mon stage de fin d'études en finance de marché. Et à un moment, je lui ai dit, parce qu'elle faisait sa dernière année d'école. Et on s'est dit, je pense que c'est pas le bon projet qui nous animera suffisamment. On s'est bien marré et on a appris plein de choses. Maintenant, il est temps d'apprendre à travailler vraiment dans le monde du travail. Enfin, on s'était dit, c'est sûr qu'un jour on lancera quelque chose. Mais là, je ne trouve pas assez mature. Je sais même pas, mature dans le sens où il faut quand même qu'on voit comment les gens gèrent des équipes, quel type de problématiques tu peux avoir dans le travail, pas uniquement, tu vois, en spécialisation technique, mais même juste relation avec les gens, organisation des équipes, organisation des projets, comment est-ce que ça fonctionne et comment des gens, tu vois, plus expérimentés se comportent. Donc, apprendre aussi Et donc, j'ai travaillé en banque d'investissement. J'étais sur des activités plutôt quantitatives, donc de trading, mais côté quantitatif, donc essayer de prévoir et de modéliser le cours d'une action pour savoir le cours donc j'étais sur les obligations, mais les cours boursiers pour les prévoir et investir de manière à performer le mieux. Et c'est marrant parce que du coup c'est tout ce que je rejette aujourd'hui. Et en fait, on m'a proposé après quelques années j'ai changé d'entreprise et on m'a proposé de monter le pôle de finances durables, donc d'intégrer les critères dits extra-financiers, donc tout ce qui n'est pas rendement et risque dans les décisions d'investissement, parce que c'était d'un point de vue légal, ça devenait à peu près un must-have d'avoir un pôle là-dedans. Et pourquoi on te propose à toi ? Parce qu'à l'époque, c'est vu comme quelque chose de pas si important. Un jour, à la pause déj, on me dit de toute façon, faut trouver une petite nana pour s'occuper de trucs là environnemental, social. Et donc sur le coup, moi à l'époque, je me dis mais est-ce que j'ai envie d'aller là-dedans ? Est-ce que je suis pas en train de j'ai bien commencé ma carrière ? Est-ce que j'ai envie d'aller me mettre dans une voie où en fait j'y connais rien du tout, il faut que je me forme entièrement et je sais pas si c'est un secteur d'avenir. Donc là, très honnêtement, je réfléchis de manière très pragmatique, sachant que je m'étais pas du tout plus penchée que ça sur les sujets environnementaux. En tout cas, je m'y étais penchée, je pense, comme une personne lambda, c'est-à-dire je sais qu'il y a un sujet de réchauffement climatique, mais je sais pas vraiment si on n'exagère pas un peu quand même. Et c'était en quelle année ça ? Ça, c'est en 2017. Ouais, ok. Et du coup, finalement, j'étais
J'étais vraiment très passionnée d'économie et j'écrivais pas mal d'articles économiques et en fait je me dis ça regroupe pas mal de choses finalement vu que les sujets environnementaux c'est tellement large, il y a tellement en fait ça impacte tellement de choses que je vais retrouver en fait cette partie-là. Et en fait donc j'accepte le poste et du coup je me mets un peu en tunnel pendant quelques semaines à bon, avant de vous proposer des choses, il va falloir déjà que je comprenne ce sujet. Et donc, j'ai lu évidemment les rapports du GIEC. J'ai lu surtout, on avait pas mal accès à pas mal de recherches spécialisées, donc beaucoup de rapports spécialisés sur les différentes industries. Et là, moi, je t'avoue que en fait, je suis un peu tombée des nues en me disant, OK, bon, du coup, je comprends pas pourquoi les gens ils sont pas beaucoup plus en action. Pourquoi on fait tout ça? Enfin, pourquoi j'avais un peu l'impression d'être dans une pièce de théâtre où il se joue un jeu qui a aucun intérêt. On regarde des cours boursiers, on investit dans des entreprises qu'on n'a pas du tout envie de voir se développer dans les prochaines années. Il y a un gros problème juste devant nous. Et en tout cas, les gens qui pourraient faire, en tout cas les institutions ou les entreprises qui pourraient avoir un impact là-dessus, c'est pas du tout un sujet qui les intéresse. Et donc ça, au début, moi, je prends ça de manière très scientifique. Et en fait, à chaque fois que je vois Julia, je lui raconte ce que j'ai lu. Et donc je dis voilà, là j'ai lu que à tel endroit le niveau de l'eau va faire qu'en fait ça va grappiller X%, tu vois, des terres, etc. Et un jour, je sais plus, j'avais lu un rapport sur l'Inde en 2050. Enfin, je crois que c'était l'Inde. Et donc je lui dis alors non mais c'est fou, en 2050 en fait, si on continue là tel quel, en gros l'Inde sera quasiment, enfin une partie de l'Inde sera quasiment plus vivable parce que tu vas te retrouver avec des taux d'humidité tels que ta peau peut plus respirer, tu te rendras même pas compte et clac, tu meurs. Je dis non, c'est... Et donc là, en fait, elle s'arrête et je me souviens très bien, on était vers la Villette, on se baladait à la Villette et elle s'arrête, elle me dit non mais en vrai, t'es extrêmement déprimante et tu me dis tout ça, mais on fait quoi? Et du coup, Julia travaillait aussi en finance, mais côté venture capital, ouais. Et elle voyait énormément d'entreprises donc innovantes. Elle me dit, je comprends pas, là, tout le monde s'égosille dans des entreprises innovantes, mais en fait, l'innovation, elle est quand même, elle est innovante, mais ça change pas, ça va pas changer le monde parce que. Pas de sens forcément. Ouais. C'est ça, c'est pas parce que tu as un meilleur UX, bon, ok, ça va permettre d'avoir plus d'adoption, ça va permettre de commander plus de ce produit, de ce service, mais c'est pas, il y a pas une révolution. Et en fait, est-ce que les gens mettent leur énergie au bon endroit, sachant qu'on sait que, je pense que les entrepreneurs sont un peu masochistes, donc tant qu'à faire, autant mettre ton énergie au bon endroit. Et en fait, à ce moment-là, elle me dit, mais du coup, on fait quoi là? Enfin, en plus, toutes les deux, je pense qu'on a toujours beaucoup aimé travailler, très engagé dans le travail, et je pense qu'on a mis beaucoup d'énergie là-dedans. Et du coup, elle me dit, mais en fait, tu te vois là, à 40 ans, te dire que tu as continué à travailler en banque d'investissement tradie et que tu as fait ta part des choses parce que tu as fait la stratégie environnementale des fonds, mais qu'en fait rien n'a changé. Donc elle me dit en gros tu t'en voudras un peu moins, mais tu t'auras vraiment servi à rien. Et je dis oui oui en effet, je vais pas sauver je sais pas, je vais pas sauver le monde, tu peux pas me remettre la faute dessus, hein, c'est pas de ma faute si demain et du coup on parle et en fait comme je te disais, on avait des idées de boîte je pense depuis 5 ans toutes les 2 semaines qui nous faisait juste marrer d'en discuter. Et puis le lundi, on se disait non, bon, c'était marrant, mais c'est pas du tout une boîte où je me verrais m'engager plus de 4-5 ans. Et du coup, en fait, l'idée d'être en capacité de reprendre la main sur l'argent, sur les capitaux, sur le fait de flécher l'argent au bon endroit, au bon endroit, du coup, dans notre cas, de flécher l'argent vers des projets de la transition écologique. On s'est dit, mais en fait, c'est ça le point de bascule. Et comment vous avez cette idée, justement? Parce que donc, toi, tu es en finance de marché, ouais. Elle est en venture capital, donc elle finance des startups. Et, ouais. Et je vois très bien le point de financer des startups où il n'y a pas forcément de sens. Moi, quand je faisais du VC, au tout début, le but, c'était de financer des boîtes où
qui permettait d'optimiser la vente des commerciaux, qui permettait d'optimiser, comme tu dis, l'expérience client ou d'optimiser. En fait, à chaque fois, c'était faire en sorte que l'entreprise gagne plus d'argent. Et je me disais, en fait, à quoi ça sert, tu vois, on a déjà atteint pas mal d'innovations, c'est de chercher l'optimisation s'il n'y a pas de sens derrière. Donc, je comprends parfaitement ce qu'elle dit. Mais comment vous arrivez à la conclusion de se dire, on va faire une banque? Au début, c'est ça. Au début, Helios, on fait une banque éthique, une néobanque, parce que de l'extérieur, c'est pas instinctif de se dire, voilà, on va se lancer dans la création d'une banque, tu vois. Non, le déclic, c'est moi, en finance de marché, je faisais. En gros, en finance, dans les boîtes cotées, ils font des roadshows de manière régulière pour rencontrer en gros les gérants qui ensuite mettent de l'argent. Et donc ça, c'est assez régulier. Et donc moi, dans les roadshows que je vois passer, sans nommer d'entreprise, j'en vois qui me disent mais nous, on est ultra engagés pour le climat. Et roadshow, peut-être. Roadshow, c'est vraiment c'est les entreprises qui viennent parler de leur stratégie pour donner les résultats. Et donc là, moi, ils venaient parler surtout du côté environnemental et social. Enfin, dans l'idée ensuite de lever de l'argent. Enfin, c'est pas de lever de l'argent, mais du coup que les fonds investissent dans leur boîte, donc sur les marchés. Et du coup, achètent des actions de leur boîte. J'avais parlé à une boîte dans l'aéronautique, et du coup, je lis la présentation, et je dis, c'est dingue, le chiffre, vous mettez énormément d'argent dans l'innovation environnementale, parce que le chiffre était colossal. Et en fait, je m'étais un peu renseignée, je m'étais renseignée avant. Je dis, mais ce que je comprends pas trop, c'est que du coup, quand on regarde, c'est quasiment 90% de tout ce que vous mettez dans l'innovation, ou 95%. En fait, vous mettez tout dans l'innovation environnementale. Mais vous faites quoi? Et il regarde sa slide, il me fait, ah non, pardon, c'est une erreur ça. Ça, c'est dans tout le secteur de l'aéronautique au total dans le monde. Je dis, ah oui, du coup, c'est rien du tout. Ah oui, okay. Il dit, on avait oublié de mettre la petite astérix, pardon. Ah ouais, d'accord, oublié, hein, vraiment. Ouais. Et j'essaie un peu, là, je prends cet exemple, mais c'était le cas dans toutes les entreprises classiques, où tu les challenges un peu, tout le monde a un des éléments de réponse, mais ce qui me choque, c'est qu'il n'y a pas du tout, à part pour le message et pour la partie com, il n'y a pas du tout d'envie de faire, de marquer des changements profonds dans les secteurs et de se dire, je sais pas, peut-être que là, l'avion, à l'époque, les voitures, on était au moment du passage à l'électrique et les obligations à passer à l'électrique. La rénovation thermique aussi des bâtiments, c'était pas encore passé, toutes les lois qui t'obligeaient à rénover tes bâtiments. Donc tout le monde essayait de se placer un peu sur ces trucs-là, mais avec vraiment un gros frein, quoi. Ah ouais, non, mais on va quand même pas tout changer. En gros, il y avait vraiment cette vitrine verte à placer pour la com. Et derrière, aucune prise de décision, aucun engagement stratégique qui t'amenait à revoir ton business et de se dire, en fait, c'est plus viable. C'est pas juste économique, là. C'est plus viable. On peut pas, je pense à un pétrolier dans lequel on avait fait, le fonds avait investi et m'avait dit, tu pourras me faire une note comme quoi c'est écologique. Non, non, je peux essayer de trouver, non, en fait, je peux pas. Donc, moi, ça m'a plutôt beaucoup choqué et ensuite, j'ai rencontré des entreprises que j'ai trouvées fabuleuses en termes d'innovation et de proposition de valeur, donc qui étaient quand même un peu développées quand même, et qui faisaient, donc, je me rappelle d'une boîte qui faisait du ciment green, donc, qui te permettait de pas chauffer de manière aussi, de pas monter à 1000 degrés, donc toutes ces émissions de CO2 pour faire du ciment. Et qui lançait ça. J'avais rencontré une boîte qu'on a participé à financer avec Helios quelques années plus tard, qui s'appelle Carbios, qui faisait ils étaient en train de travailler sur un nouvel enzyme pour faire du recyclage plastique de manière infinie. Donc tu prends une bouteille d'eau et en la recyclant, tu peux recréer une bouteille d'eau. Et même sur du PET, donc plastique à usage unique, mais qui était endommagé. Et c'est là où tu as le plus de difficultés. Quand tu as une bouteille toute propre, toute blanche, qui n'est pas passée dans la mer, ça tu sais le recycler, tu savais recycler. Par contre, tout ce qui est un peu compliqué, typiquement ta barquette, quand tu vas manger le midi, il reste de la nourriture, etc. Ça c'est hyper compliqué. En plus il y a un film plastique dans du carton, ta bouteille de shampoing avec du colorant, c'est compliqué. Et donc bref, je me dis, mais il y a plein d'innovations et celle qui m'avait marqué, c'est Carbios du coup.
Et il disait, mais tiens, on galère. Il disait, on galère à trouver quand même de l'argent. Okay. Ouais. Et je trouvais que c'était pas du tout cohérent, en fait, d'avoir cet énorme décalage entre le besoin. On a besoin de développer des solutions d'avenir. Enfin, on a besoin de revoir les secteurs, les solutions, et les produits et les services dans les différents secteurs. Et de proposer une nouvelle façon, des nouveaux usages, des nouveaux produits, des nouveaux services. Et tout ça, ça part de l'argent. À quel moment, du coup, vous dites que vous allez partir sur une banque ? En fait, c'est quoi le raisonnement derrière et pourquoi pourquoi en fait, au début, on se dit un fonds. On pense ouais. plutôt à faire un fonds et en fait on se dit c'est pas du tout assez ça permet pas en fait à tout le monde de se réunir. Le début on se dit vraiment comment est-ce qu'on arrive à créer quelque chose où on permet à n'importe qui d'avoir la possibilité de mettre son argent au service de la transition écologique. Que tu aies 50 € ou que tu en aies plusieurs millions, tu vois. Et le problème de l'investissement, si on part sur une solution uniquement d'investissement, en fait, tu as très peu de gens, j'ai pas le pourcentage exact, mais même en assurance vie, même en assurance vie, tu en as quand même assez peu, et de l'investissement direct, tu en as vraiment assez peu. Je me dis, oui, on va récolter, on va réussir à driver de l'argent, mais d'une minorité, et ça pourra pas être, cet effet de levier, il pourra pas être déployé à plusieurs dizaines de millions de personnes. Et le fait de passer sur du grand public, parler à des particuliers, parler à des épargnants, et leur dire, en fait, vous pouvez reprendre la main, et tous ensemble, genre toi tout seul, avec, 1 000 € de côté, oui, tu vas pas avoir un impact significatif. Sauf que si on est plusieurs centaines de milliers de personnes, voire plusieurs millions de personnes, c'est colossal l'impact qu'on peut avoir. T'imagines pouvoir financer des énergies renouvelables, l'agriculture durable, la mobilité bas carbone, les solutions pour régénérer aussi la biodiversité. Enfin, il y a plein de choses qu'on doit financer si on veut pouvoir consommer ce type de services ou de produits. Et donc, il faut commencer faut déjà leur apporter du capital. Et c'est un moyen de mettre en commun de tous ceux qui croient à cette vision de l'avenir, de se mettre en commun et de se dire j'ai un outil pour le faire. Et je pense que, on s'est dit le compte du quotidien, tu vois, de partir vraiment sur... puis on va remonter. Moi, je vois ça comme un peu la pyramide de Maslow, disons, des besoins, mais au niveau bancaire. Ton premier besoin, c'est pouvoir payer au quotidien et recevoir tes revenus. Et ensuite, s'il te reste de l'argent, tu vas pouvoir épargner. Et puis ensuite, s'il te reste encore de l'argent, tu vas pouvoir investir. Et s'il te reste encore, encore de l'argent, là, tu vas avoir investir dans 1 ou 2 boîtes que tu aimes bien. Mais déjà, commençons par le début. Récupérons déjà l'épargne sur les supports, le support number 1 des Français, les comptes courants. Et là, fléchons cette épargne-là vers des projets à impact. D'ailleurs, je trouve que ça résonne d'autant plus encore aujourd'hui, ce message-là, où tu te rends compte qu'avec quelques centaines de milliards de dollars ou d'euros, certains... milliardaires ont la capacité de jouer sur l'opinion publique, sur plein de choses. Et c'est comme Musk, je voyais un chiffre qui disait que Musk il pourrait mettre fin à la faim dans le monde. Ah oui, avec son argent. Ouais. C'est dingue de se dire qu'un seul homme, s'il le voulait, pourrait mettre fin à justement une catastrophe humanitaire. Mais du coup, ce qui est intéressant, je trouve, là, dans tout ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a des gens qui vont dire que le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de solution pour lutter contre le changement climatique. Ensuite, ceux qui développent ces solutions, donc ces entrepreneurs, ils vont dire oui, mais nous, notre problème, c'est qu'il n'y a pas d'argent, les gens ne nous financent pas. Et après, ceux qui ont de l'argent, donc on va dire monsieur et madame tout le monde, ils vont dire oui, nous, on a placé un peu d'argent de côté, mais on ne sait pas comment financer ces entrepreneurs-là. Et du coup, Helios, c'est un peu le point entre tout ça. C'est-à-dire que grâce à son compte courant, on va pouvoir financer de manière indirecte des projets qui ont du sens. Est-ce que c'est bien résumé C'est ça, c'est très bien résumé. En fait, de manière indirecte, de toute façon, sur tes compte courant, compte épargne, tous tes comptes bancaires, tu participes indirectement à financer des projets.
Aujourd'hui, pourquoi, pour ceux qui savent pas? Oui, parce que donc quand tu déposes de l'argent à la banque sur n'importe lesquels de tes comptes, donc prenons compte courant ou tes livrets d'épargne, l'argent n'est pas juste posé dans un coffre. Le système est mouvant. La banque utilise cet argent pour en faire des financements. C'est le classique. Aujourd'hui, la problématique qu'il y a, c'est que ça fait des années qu'on est censé avoir des engagements, donc les accords de Paris, sur le désinvestissement des secteurs à risque pour le climat, donc en priorité déjà désinvestir les énergies fossiles, gaz, pétrole, charbon. Et en fait, quand tu regardes les derniers rapports, il y a plusieurs rapports, hein, Oxfam en fait un, Reclaim Finance en fait aussi, sur les investissements qui sont faits par les principales banques françaises, mais ça se joue aussi au niveau évidemment mondial. En fait, on voit que les financements vers les énergies fossiles sont colossaux. On peut se dire, ok, mais c'était avant, est-ce qu'on ne voit pas une baisse? Non, on ne voit pas de baisse, on voit que c'est colossal et ça continue à se développer. Il n'y a pas eu une cessation de financement, par exemple, de nouveaux projets pétroliers. Même aujourd'hui, en 2025. Même aujourd'hui, en 2025, là, je pense qu'il ne s'est rien passé. Mais 2024, il n'y a pas eu de. Ce qui s'est arrêté, c'est le charbon. Ça fait longtemps que tout le monde s'est désengagé du charbon. Parce que tu as des acteurs, sans forcément les citer, mais qui ont annoncé justement réduire ou arrêter justement le financement des énergies fossiles. T'en as pas beaucoup et c'est souvent un peu loin. En général, non, et puis c'est souvent celui qui s'est vraiment engagé, c'est la Banque Postale, mais en fait la Banque Postale n'a jamais été engagée en fait dans ce type de projet. Ils sont trop, c'est une banque de détail. Ils sont en termes de taille en fait même. C'était pas leur activité et puis c'est une banque jeune. Je crois qu'ils ont été créés dans les années 2000, début des années 2000. Non, mais du coup, hors la Banque Postale qui est plutôt sur du prêt du quotidien. Oui. Prêt à des clients particuliers. Les 5 autres banques tradies, si tu regardes l'impact carbone donc, de leur financement, le nombre de tonnes de CO2 émis par les financements qui sont réalisés, c'est 8 fois les émissions carbone de la France entière sur un an. Et ça sur un an aussi, les investissements. Donc c'est colossal. C'est pour ça que je disais qu'il y a un effet de levier de dingue. C'est avec de l'argent, tu regardes le scope 3, donc je finance une centrale à charbon. La centrale à charbon, si je ne l'avais pas financée, elle n'aurait pas émis de gaz à effet de serre. Et le gaz à effet de serre qui est émis grâce à mon investissement, eh bien, du coup, elle fait partie de mon empreinte carbone en tant que banquier. Et du coup, ce que tu dis, c'est que donc, ces investissements dans les énergies fossiles, parmi les gros acteurs français, bancaires, il n'a pas réduit au cours des dernières années. Ou pas significativement. La part de financement des énergies fossiles, elle a réduit, ce qui a beaucoup plus d'investissements dans les énergies renouvelables, mais les montants, mais pas les montants, restent colossaux. D'accord. Tu pourrais se dire, ça fait une grosse baisse. Non, il n'y a pas eu une si... c'est compensé par une augmentation des énergies renouvelables. Mais qui reste quand même une part négligeable. Je crois que c'est 1 euro de financement sur du renouvelable pour 7 euros à du fossile. D'accord. Je crois que c'est des chiffres d'il y a 2 ans, mais bon, ça n'a pas dû... Et comment tu résumerais Helios à ta grand-mère? Je ne sais pas si j'ai dû le faire. Comment tu lui expliquerais aujourd'hui? Helios, c'est un acteur du secteur bancaire qui flèche tous ses investissements vers des projets de l'impact. Donc, qui permet aux épargnants de participer à la transition écologique en mettant leur argent à son service. Donc après, de manière très concrète, on propose tout ce que tu peux trouver, grosso modo, dans ta banque. Donc les comptes du quotidien, tout ce qui est compte courant. On a des comptes joints, des comptes jeunes, des comptes pour les indépendants, des comptes premium pour remplacer les cartes gold, etc. Donc ça, c'est tout ce qui est compte du quotidien. On propose aussi de l'épargne, de l'investissement. On a une assurance vie. Et donc nous, tous les financements qu'on réalise, c'est uniquement vers les secteurs de l'impact. Donc tu sais, en venant chez Helios, qu'il n'y a pas 1 euro qui va aller financer des secteurs à risque pour le climat, tout ce qui est énergie fossile, ça j'en ai déjà parlé, mais aussi tout ce qui est pesticides chimiques, élevage intensif, les activités qui vont créer de la déforestation ou nuire à la biodiversité. Ça, c'est complètement exclu des financements d'Helios. Donc tu sais déjà, rien que ça ne va pas participer
à détériorer les choses. Et de l'autre côté, tu sais que tous les financements qui vont être réalisés, ça participe à la transition écologique. Et après, avec des chiffres factuels, ce qu'on a pu du coup sortir, on a fait plusieurs rapports d'impact pour pouvoir démontrer et tu vas se comparer aussi aux autres acteurs du secteur. Et ça fait 3 années consécutives qu'on est le compte avec le plus faible impact carbone, donc le compte le plus vert en France, donc qui émet le moins de CO2. Ce qui fait que quand tu vas chez Helios, tu sais que tu vas retrouver dans les services du quotidien, ce que tu peux chercher ailleurs, mais en participant à construire en partie une société, on l'espère, plus vertueuse pour demain. Après, on a essayé de développer aussi pas mal de choses pour accompagner les utilisateurs, donc nos clients, pour mieux comprendre, tu vois, comment est-ce que tu vas plus loin. Super, je commence, c'est un geste facile, je change de banque, j'ouvre un compte Helios, c'est 10 minutes, enfin tu vois, c'est facile. Donc aujourd'hui, je commence avec une carte bleue Helios. Ouais, voilà. tu peux commencer avec ta carte bleue Helios. Ensuite. Et après, on avait pas mal d'utilisateurs qui nous disaient, moi, je suis un peu dans mon début de compréhension de ces sujets climatiques. Je commence par la banque parce que j'ai compris l'impact fort que ça pouvait avoir. Mais maintenant, j'aimerais bien aller un cran plus loin. Et vous avez toutes mes dépenses. Et en fait, donc vous savez où est-ce que je consomme. Et on s'est dit, mais en fait, là, on flèche l'épargne, donc l'argent de ton épargne, mais on pourrait aller encore plus loin en fléchant l'argent de la conso. Et du coup, on a lancé un collectif qui s'appelle Tous Consommateurs, qui est du coup un programme de fidélité rattaché à la carte Helios. Et l'objectif, c'est donc tu as des réductions à chacun de tes achats avec la carte Helios chez 130 marques éco-responsables françaises qui vont promouvoir du Made in France, de la seconde main, du local, du circuit court, etc. Donc ça, on a une charte pour sélectionner ces acteurs-là. Être sûr que c'est des acteurs éco-responsables qui respectent bien les différents axes par rapport à leur secteur. Et c'est à chaque fois que tu dépenses de l'argent n'importe où que tu cumules des points. Tu gagnes de l'argent, c'est une réduction directe, c'est 6%. Donc si tu dépenses 100 euros chez La Ruche qui dit oui, par exemple, qui est un de nos partenaires, tu as 6% en moins. D'accord, et intéressant. Du coup 94 euros. C'est quoi les autres, tu as d'autres noms de partenaires pour qu'on puisse comprendre un peu plus Ouais, on est en fait sur toutes les thématiques, sur les habits par exemple. Si demain tu vas acheter un t-shirt chez H&M, on va pas te pointer du doigt le fait que c'est pas bien, parce que c'est pas bien, et en plus qui suis-je pour juger de c'est bien ou pas bien, mais par contre on va te dire si tu veux la prochaine fois, on a des marques qui sont là dans la seconde main ou dans matière sourcée ou fait en France. Donc par exemple dans l'habillement, on a We Dress Fair, on a le slip français, on avait aussi Hommage, enfin tu vois des marques qui te permettent tu peux trouver facilement des alternatives dans ta consommation. Et ça se fait automatiquement. Donc demain, je fais Hommage, hop, j'ai 6% de réduction. Ouais, c'est ça. En utilisant la carte Helios. Ouais, juste c'est énorme. Ok, d'accord. Et ça, c'est en fait, on avait fait un sondage avec YouGov pour comprendre qu'est-ce qui bloquait à la conso responsable, qu'est-ce qui te bloque en fait dans ton engagement. Bon, sans surprise, le premier point, c'est le prix. Ouais. Donc ça, on a essayé d'y répondre justement avec des réductions qui sont auto, t'as pas besoin de te prendre la tête et c'est 6% à chaque fois. Et le deuxième, et ça c'est, les deuxième et troisième, ce qui est intéressant, c'est je ne connais pas. Et puis en fait, j'ai pas ton temps à aller chercher je suis en train de chercher un cadeau pour Noël. Je vais pas en plus aller essayer de trouver la marque éco-responsable. Donc de centraliser ça dans le programme Tous Consommateurs, ça aide beaucoup, sectoriser et thématiser. Et le deuxième point, c'est si je trouve une marque éco-responsable, je me pose quand même vachement la question, est-ce que c'est vraiment éco-responsable ou est-ce que c'est de la com, voire du greenwashing ? Et est-ce que j'ai le temps d'aller faire une analyse ultra poussée là-dessus avant de consommer ? Non. On a essayé de répondre à ces trois points-là. Le prix, tu réduis le prix, tu permets de centraliser les différents acteurs. Par exemple, les gens commencent à préparer leurs vacances d'été. Du coup, on a dans
dans le programme Gringo, qui est en gros le Airbnb éco-responsable qui sélectionne des logements. Tu peux retrouver des écologes et après des logements qui respectent des principes éco-responsables. Il y a SNCF qui fait partie du programme, donc tu as des réductions à chaque fois que tu achètes un billet sur SNCF Connect. Donc c'est intéressant, tu vois, au moment où tu es dans l'acte d'achat en disant bon, je vais préparer mes vacances, attends, avant de partir sur les classiques, je vais peut-être regarder ce que je peux faire en éco-responsable. Et perso, je pense, en plus, je rentre très bien dans le persona qu'on vise aussi. Et je trouve que c'est parfait parce que même, tu vois, en étant hypersensible, en connaissant quand même plutôt bien les acteurs, en fait, la plupart des acteurs qu'on a dans le programme Tous Consomme Acteurs, je les connaissais pas. Et du coup, rien que pour tu vois, je pense aux vacances parce que rien que pour les vacances, l'été dernier, j'étais passée par Chiloé, qui est un acteur où tu peux trouver des voyages. Donc j'avais regardé un truc pour de la rando, tu vois. Donc ça te permet de changer un peu ta vision. Et donc là, ça rentre entièrement dans notre vision. Comment est-ce que tu crées un peu un autre axe dans le système? Ça marche aussi avec mes maths, tu vois. Tu as ton cadre. Et donc, le cadre, c'est on est dans un système capitaliste. Il y a des règles. Et l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et comment est-ce qu'on fait de manière un peu plus créative pour jouer avec ces règles-là, mais nous permettre de finaliser notre but? C'est, moi, j'ai pas envie de vivre le 2050 qui est prédit dans les rapports du GIEC. Hein. Franchement, ça donne pas envie. Et comment, du coup, je permets là de flécher le maximum d'argent? Et je vais me dire, tu vois, on fait presque un cercle fermé. Quand tu as un compte Helios ou de l'épargne chez Helios, tu permets de financer des boîtes de l'impact. Et puis ensuite, tu peux consommer dans ces boîtes de l'impact. Et puis, tu vois, tu permets de les faire grandir, vivre. Et puis demain, d'être suffisamment compétitive face à des acteurs plus historiques qui n'ont pas voulu prendre ce virage-là. Non, mais c'est super malin, je trouve. Parce que, comme tu as dit, je trouve l'énorme problème, à partir du moment où tu prends conscience de tout ça, c'est... Tu vois, moi je prends souvent l'exemple de la mode, mais la mode c'est super galère. Trouver, au-delà du prix, trouver des marques qui sont responsables, que t'aimes bien, qui font pas forcément du greenwashing, c'est méga galère. Donc c'est super malin d'avoir joué cette carte-là. Et du coup, dans cette aventure Helios, qu'est-ce qui te rend le plus fier? C'est quoi un peu, tu vois, les énormes étapes, les grosses étapes que vous avez pu franchir? Moi, je pense que c'est l'équipe. L'équipe qui est quand même extrêmement engagée et soudée dans la mission. Et je trouve ça assez beau, voilà, d'un point de vue perso, tu vois, d'avoir réussi à mettre autour de moi et autour d'une idée et d'une vision des gens qui le font grandir et qui font en sorte que ça existe et que ça devienne de plus en plus grand, de plus en plus ambitieux. Et c'est parce que ça, je peux le visualiser, mais derrière, du coup, aussi tous les clients qui s'engagent, qui on reçoit souvent des petits mots de gens qui disent franchement, soit je découvre ce secteur-là et merci de nous donner la possibilité de faire ça, soit, c'était plutôt avant ça, j'attendais qu'un acteur comme ça existe, trop contente d'enfin le trouver. Et donc, je trouve que ça rend fier et après, ça c'est plutôt vision plus personnelle. Moi, je pense un point qui me bloquait beaucoup aussi dans le réchauffement climatique, avant d'avoir aussi toutes ces réalisations personnelles dont j'ai parlé au début, c'est il y a une vision où tu remets toute la faute sur le particulier, sur le consommateur, et on te dit s'il y a un réchauffement climatique, c'est ta faute, faudrait que tu manges pas de viande, que tu arrêtes de prendre ta voiture, que tu prennes plus jamais l'avion. Et en fait, déjà, c'est pas prendre en compte potentiellement le quotidien des gens. Et c'est hyper... t'es tout le temps en train de te flageller parce qu'en fait, personne fait les choses bien. Et d'ailleurs, dans le secteur de l'impact, c'est d'ailleurs le cas où il faut toujours laver plus blanc que blanc et t'es jamais parfait parce qu'en fait, personne n'est parfait. Et c'est d'ailleurs pas l'objectif. La pureté militante. C'est ça. Et c'est pour ça que je l'ai pris aussi sous le scope de l'argent. L'argent, ça te permet de développer les solutions d'avenir et en tout cas d'avenir, ça veut pas dire technophile, mais plutôt à quoi va ressembler notre monde. Il faut qu'on soit imaginatif là et du coup te permettre de continuer à vivre, mais peut-être juste différemment. Mais ça veut pas dire que c'est un retour en arrière. C'est plutôt là, c'est quoi la prochaine étape?
qu'est-ce qu'on construit et comment est-ce qu'on le construit et comment on fait en sorte que tout le monde puisse participer à construire ça. J'avais envie aussi d'apporter un peu d'espoir, tu vois. Dans le réchauffement climatique, franchement, c'est pas du tout, c'est super déprimant. En fait, même, tu vois, d'en parler, tu dis, bon, oui, on parle de trucs à 2050, c'est dans super longtemps. Ils nous saoulent avec leurs catastrophes météorologiques, etc. Justement. Toi, avec Julia, au début, oui. d'aventure. Ouais. Oui, c'est ça. Et en fait, on réagit tous différemment face à la peur. Et quand tu te dis, ce que je t'ai dit avec tu pourras plus vivre et tu meurs sur le coup, je sais pas quoi, soit tu as des gens qui vont vouloir être dans l'action et dire, bah attends, c'est une injustice, c'est pas normal, il faut qu'on agisse, il faut qu'on fasse quelque chose. C'est quand même il y a des gens, mais ça reste quand même une minorité. Et puis il y a des gens qui, face à la peur, tu tétanises, tu dis, bah non, j'ai pas envie d'en entendre parler, je veux pas savoir. Et puis en fait, ça me fait tellement peur, arrêter de m'en parler, c'est même contre-productif. Je pense que avec Helios, en tout cas, et plus loin qu'Helios, tu vois, aussi dans l'équipe, dans les clients, l'objectif c'est de montrer une vision positive, tu vois. Il y a la possibilité de faire bouger les choses, on a encore le temps, c'est juste que on est sur des moments de basculement. Est-ce qu'on prend le bon virage? Est-ce que toi, en tant que particulier, tu prends le virage et tu veux mettre ta petite pierre à l'édifice et participer à construire le futur? Et quand tu te demandes comment je fais, c'est un des moyens d'action. Il y en a plein d'autres, mais c'est un des moyens d'action qui te permet d'être acteur du changement. Et ça me rend fier. Je trouve qu'on a réussi à trouver aussi notre façon de montrer des solutions positives. Et puis toi, tu es vachement là-dedans et je trouve que c'est vraiment important. Il ne faut pas non plus se fermer les yeux. Mais vivre dans un monde de bisounours ou se voiler la face. Et du coup, peut-être à contrario, c'est quoi un peu ce qui était le plus difficile dans l'aventure Helios? Parce que justement, tu vois, on parle d'entrepreneuriat et justement, c'est pour ça que je pose toujours cette première question sur l'échec. Je trouve ça important de montrer aussi les aspects qui sont difficiles parce que ça humanise la chose, ça permet de se rendre compte que tout n'est pas tout rose derrière la communication, etc. Donc c'était quoi pour toi un peu les moments plus difficiles de Helios? Alors je pense qu'il y a déjà les moments difficiles, tu vois, de n'importe quel entrepreneur. Les équipes, gérer des équipes. Moi j'ai de la chance d'avoir... je trouve une équipe super, mais déjà tout le monde n'a pas été... on n'a pas embauché que des gens super, en tout cas qui fitaient vraiment avec tout le monde. Et surtout quand tu te lances, en tout cas moi quand je me suis lancée, en plus j'étais assez jeune, j'avais quel âge, 27 ans. Et donc la vision de quand on aura des gens à manager, en fait ça me paraissait juste, quand on devra manager des gens, quand on aura une équipe de 30-50 personnes, bref, on apprendra à faire. On verra. Je vais pas y penser. Surtout de l'extérieur, ça a l'air facile, j'ai l'impression. Oui. Je pense qu'on se dit tout ça. C'est juste tu donnes quelques consignes et après, voilà, les gens, ils se débrouillent. En fait, c'est plus complexe que ça. De toute façon, je pense que dès qu'il y a de l'humain, c'est comme si tu avais plein de relations, je sais pas, amicales ou... c'est pas amical, mais tu vois, du coup, il y a de l'humain, quoi. Il y a des gens qui ont leurs propres problématiques, où on se comprend pas, des choses comme ça, ce genre de sujet. Et ça, je trouve que ça prend un petit temps de rentrer dedans, parce que tu dis, ça peut prendre vite la tête quand t'es pas avec des personnes... qui ont la même vision que toi, et puis tout le monde n'est pas non plus ultra sain. Donc ça, c'est, je pense, mais bon, c'est la vision de tout, à mon avis, tout le monde est passé un peu par là, même en tant que manager. Et après, pareil, sur le parti entrepreneurial, je trouve qu'il y a beaucoup de solitude, tu vois, dans le sens, tu dois paraître toujours très optimiste, très combatif, tu vois, et du coup tu t'y crois à fond, et en fait des fois toi tu te dis mais en fait c'est hyper dur là, sauf que Julia m'a dit souvent, quand t'arrives et que t'as l'air de faire la tronche, en fait ça a un impact sur les gens. Et je l'avais vu il y a quelques années maintenant, ça fait assez longtemps, il y a 3 ans, on faisait une levée de fonds. À un moment, on commençait à être très fatigué et j'arrive au bureau. Je suis pas de très bonne humeur, j'ai pas trop envie de parler. Je me mets dans mon bureau et je me mets devant l'ordi. Et en fait, je vois que on n'était pas beaucoup à l'époque. Et je vois que tout le monde est pareil, un peu genre c'est dur. Et je me dis mais qu'est-ce qu'ils ont? C'est moi là qui trouve ça dur. Je leur ai même pas dit ce qui se passait. Donc je pense que tu développes un peu un
un truc où t'es toujours en sursouriant, enfin j'exagère, mais souriant, un peu à t'oublier peut-être. Et puis, du coup, avec qui tu peux discuter vraiment de toutes les problématiques, parce que tu vois, dans les équipes, tu vas pas tout raconter, ça peut faire peur, etc. Chez les investisseurs non plus, tu vas pas tout raconter. Dans ta famille, bon, au bout d'un moment, en fait, ils comprennent rien, puis bon, c'est un peu chiant aussi. Et donc, non, je trouve qu'il y a un peu de solitude. Après, du coup, en étant en même temps méga entouré, tu vois, c'est assez contradictoire, je trouve. C'est marrant, ça me fait penser un peu, peut-être que ça n'a aucun rapport, mais aux artistes. Tu vois, je regarde pas mal de documentaires sur les artistes, tu sais, qui font des énormes tournées, etc. Et en fait, souvent, ils disent que tu as ce sentiment de solitude, alors qu'en fait, tu fais des concerts devant des centaines de milliers de personnes, et parce que justement, tu as des problématiques que les gens ils comprennent pas forcément. Et donc. Ah si, moi je trouve que c'est plutôt parlant, parce que bon, du coup, à une toute autre échelle, mais je me suis dit plein de fois, mais putain, ils doivent partir en concert. Imagine un soir, t'es trop fatigué, t'en peux plus. En fait, dans un travail normal, bon, tu fais ton travail, hein, mais c'est juste que tu peux faire la tronche un petit peu. Enfin, je veux dire, là, tu dois les gens ont payé pour ton concert, donc tu dois mettre une énergie de dingue, tu dois sourire, tu dois, ouais. Bon, après, ça fait partie de ton travail, mais c'est quand même, c'est-à-dire qu'il faut démontrer un suroptimiste et une énergie, épuiser vraiment ton énergie, même si à un moment t'en as pas, parce que c'est normal, t'es un peu fluctuant. Tu parlais des investissements que Helios faisait dans des projets à impact. Comment vous y prenez un peu pour sélectionner ces investissements, sur quels critères et sous quelle forme? On fait du coup des financements du coup via des prêts, via des obligations en fait. Donc financement via des obligations, c'est pour... Moi je sais ce que ça veut dire. Oui, mais c'est pour ça. C'est pour ça que je dis prêt avant. Ouais. C'est des prêts sur les marchés, disons. Okay. Une obligation. Tu vas faire une demande de recherche d'argent et du coup les investisseurs peuvent souscrire et tu vas le rembourser après une certaine échéance. Donc en vrai c'est un simili prêt, mais c'est pas un crédit. C'est pour les techniques. Donc la façon dont on fonctionne, c'est on essaie d'avoir une méthodologie très simple et lisible. Tu parles à des particuliers. Moi, quelque chose que je trouvais très compliqué dans les sujets environnementaux, c'est qu'il y a des méthodologies parfois tellement complexes que tu te retrouves à noter des acteurs. Je me souviens d'un acteur du coup dans les énergies, énergies fossiles, pétroliers, qui par une agence de notation est noté 2 sur 10, donc mal, et par une autre agence de notation extra-financière est noté 8 sur 10. Donc c'est-à-dire, en gros, c'est une entreprise qui se porte bien sur les sujets environnementaux, sociaux et gouvernance. Donc ce qu'on a voulu, c'est, en fait, on fonctionne en entonnoir, on regarde toutes les entreprises et projets en recherche de financement. Ensuite, on a une liste d'exclusion qui donc exclut, ce que je disais tout à l'heure, les entreprises, les secteurs qui sont identifiés par les scientifiques comme secteurs à risque pour le climat et la biodiversité, donc gaz, pétrole, charbon, pesticides chimiques, élevage intensif. Et ça, tous les projets ou entreprises qui ont une partie de leur chiffre d'affaires dans un de ces secteurs, on les retire on les regarde pas, quoi. Okay. Et ensuite, il en reste quand même pas mal. Mais là, on va se focaliser vraiment sur les entreprises qui ont leur activité principale ou qui sont en train de développer un projet qui a une activité principale dans un secteur de notre liste d'inclusion. Donc, énergie renouvelable, agriculture durable, mobilité bas carbone, tout ce qui est recyclage plastique. Il y a aussi, tu vois, dans l'immobilier, la partie rénovation thermique, eau, forêt, toutes ces thématiques. Et là, on sélectionne les projets en regardant plus en détail le projet qui est en recherche de financement et puis l'impact que ça peut avoir sur l'emploi, sur le social, évidemment. Tout est lié de toute façon. Voilà. Et donc là, on a fait 10 millions d'euros de financement depuis notre création. Okay. Tu peux citer des exemples de projets? Oui, j'ai déjà cité du coup Carbios, mais sinon on a participé au financement c'était le premier, c'est une centrale solaire, donc des panneaux solaires en Nouvelle-Calédonie. C'est un projet qui était porté par une entreprise française qui s'appelle Akio, qui est spécialisée dans les énergies renouvelables et qui était pour moi hyper intéressante parce que sur 2 sujets. En gros, permettre de changer un tout petit peu le mix électrique de la Nouvelle-Calédonie. En 2021, c'était 85%
ou 80%, je crois, du mix électrique qui était carboné. Donc, grande partie fuel et charbon et gaz. Bon, je me souviens plus, mais en gros, carboné. C'était carboné, voilà. ok. Et aujourd'hui, c'est combien? J'ai pas regardé les nouveaux chiffres, mais du coup, c'était intéressant, tu vois, surtout dans un endroit où tu as pas mal de soleil, et donc tu peux profiter de l'énergie solaire. Et le projet, ce qui était super, c'est qu'il était porté par les communautés locales, et du coup, des communautés d'agriculteurs, parce qu'en fait, ce qui peut être problématique aussi parfois avec les panneaux solaires, si c'est pas placé au bon endroit, tu avais peut-être un endroit où tu faisais de l'agriculture, tu peux plus en faire. Et du coup, il y a un concept qui a été développé par Akio qui te permet d'utiliser les champs sur lesquels la façon dont tu mets tes panneaux solaires, d'utiliser ces champs-là pour faire de l'agriculture. Et du coup, tu vas utiliser la pente de tes panneaux solaires pour en fait avoir de l'ombre. Et donc, en fait, tout était pensé pour qu'il n'y ait pas une perte. Tu vois, tu remplaces pas de l'agriculture par de l'énergie et en fait, t'enlèves une partie des revenus aux communautés qui vivent là-bas. Donc, ça, c'était un des projets. C'était le premier projet. Là, le dernier en date, c'est Nous Anti-Gaspi, qui fait des épiceries, épiceries sur. Je me souviens jamais de leur tagline, mais grosso modo, c'est de l'épicerie, j'allais dire responsable. Oui. C'est qui propose des produits bio locaux, quoi. Oui, c'est ça. Majoritairement. Et qui évite le gaspillage alimentaire, qui récupère, tu vois, des fruits et légumes un peu moins beaux et qui te permettent d'éviter, je sais plus combien de tonnes de gaspillage alimentaire qui est évité depuis leur création. On avait fait un épisode aussi sur le gaspillage alimentaire et en gros, c'est 30% de la nourriture produite chaque année qui est jetée. Ah ouais, et aussi, tu as donc les fruits et légumes qui sont considérés comme moches. Je sais pas, une pomme trop petite ou un petit défaut qui rentre pas dans les standards, en général, ils sont jetés. Et donc, du coup, nous, Antigaspi ou d'autres acteurs les récupèrent pour les vendre. Donc, c'est super. Et peut-être sur les questions de fin, tu as évoqué 10 millions d'euros qui sont financés par Helios dans des projets à impact. Helios, en quelques chiffres, aujourd'hui, c'est quoi ? Aujourd'hui, on a 40 000 clients, donc 10 millions d'euros de financement dans des projets à impact. Ça dépend, tu veux quoi d'autre comme chiffre? Je sais pas, c'est quoi les chiffres clés en général c'est ça, c'est les deux. Ok, d'accord. Les 40 000 et 10 millions, ok, énorme. Et puis pas mal, parce qu'on parle jamais de la partie conso, mais on a fléché un demi-million via le programme de fidélité vers des boîtes de l'impact, via de la conso aussi. C'est génial, ok. Et du coup, pour toi, question de fin, dernière question. Okay. C'est aussi une question signature avec... c'est te présenter par ton plus gros échec. C'est quoi pour toi avoir de l'impact ? Avoir de l'impact, c'est... Pour moi, c'est essayer, parce qu'on n'a pas tous la même, même énergie ou même temps. Essayer de faire, déjà de minimiser son impact négatif. Et je pense que de réussir à convaincre autour de soi, c'est peut-être le plus gros des impacts. D'essayer de... Je parlais tout à l'heure du collectif, d'être en capacité d'amener de plus en plus de gens, de montrer qu'on est nombreux. Je pense que, en fait, de faire de la pédagogie, d'essayer d'en parler, de réduire son impact personnel, c'est le plus important. C'est déjà beaucoup d'énergie à mettre pour chacun. Ok, donc toi, ça passe par le personnel qui permet d'influencer les gens qui sont autour de toi. Ouais, du coup, plutôt le collectif. Comment est-ce que toi, une personne, tu vois, c'était pendant le Covid, tu voyais comment est-ce que tu contaminais, qu'une petite bille qui était contaminée, en fait, contamine une autre et une deuxième, et puis clac, et puis à un moment, je sais pas si tu as vu passer ces vidéos, et à un moment, en fait, tout ton échantillon, il est contaminé. C'est un peu la même chose sur les choses positives. Voilà, okay. Oui, voilà, sur les choses positives. Mais c'est-à-dire que toi, tout seul, tu peux considérer que t'as pas la portée, tu connais pas assez de gens. Mais en fait, si tu convaincs tes deux copains, tes deux proches, ton père, ta mère, ça suffit. Et eux qui convainquent une ou deux personnes, en fait, on arrive à un effet de masse assez colossal. C'est un peu le même principe que l'argent, tu vois. Mais du coup, tout ça, donc je pense que plus que se flageller sur ton quotidien, en fait, déjà essayer d'emporter les gens vers des démarches positives, parce qu'après, on y va à son rythme. Je pense qu'il faut
Faut laisser les gens y aller à leur rythme. Après, sauf ceux qui veulent vraiment pas bouger, hein, mais bon, c'est quand même dommage de vraiment faire l'autruche comme ça. Merci Maëva. Merci à toi. Cet épisode a été réalisé par René Prod, le studio de podcast durable. Il a été enregistré à la Maison de la Conversation à Paris. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée.